Tu vois, ce qui est tragique avec les livres, c'est qu'on ne peut pas tous les lire. Et moi, je pense que en ce moment, je suis en train de faire le deuil de cette immensité. Hein. J'avais un côté très bibliophile avant, je voulais tout lire, tout croquer. Aujourd'hui, quand je vois un mur comme ça me désespère. Et je me dis que j'aurais pas la possibilité de lire tout ça. C'est pas possible. Alors, il faut y aller, faut se laisser, faut déambuler comme on fait ici, puis il faut s'accrocher à des auteurs, à des autrices, il faut rentrer dedans, et puis peut-être que c'est des gens qu'on n'avait pas rencontrés. Parfois, on fait des vraies rencontres au hasard de la vie. Ouais, déambuler dans une bibliothèque, c'est comme déambuler dans une grande ville. Tu sais jamais trop sur qui tu vas tomber. Ouais, donc tu vois, là, on a des livres, évidemment, des livres rouges. Alors, celui-ci, en l'occurrence, c'est pas l'édition que je cherchais, mais c'est les livres de l'édition Guérin-Paulsen, hein, qui sont les livres de référence des amateurs de montagne. Donc évidemment, moi, ça fait partie des livres des éditeurs qui ont été importants pour moi dans, dans la rédaction du Bord du Monde. Alors je ne suis pas fan de tous, hein, parce qu'on est plus sur du récit, on est moins sur quelque chose de poétique, on est plus sur du récit pratique ou pragmatique en quelque sorte, mais il faut toujours passer par des livres rouges lorsqu'on veut écrire sur la montagne, il me semble, quand même. Comme je te le disais tout à l'heure, en ce moment, je lis beaucoup de théologie, beaucoup de mystique. C'est drôle, c'est un drôle de passe-temps. C'est assez plaisant d'ailleurs. J'y vois une forme en fait de recherche philosophique plus axée sur évidemment le divin. Et donc c'est pour ça que je m'attarde un peu ici en, en ce moment. Ouais. Il y a pas mal d'écrivains, d'écrivaines qui disent que finalement, lorsqu'ils écrivent des romans, ils ne lisent pas forcément des romanciers, mais qu'ils lisent des livres tout à fait différents, certains que de la géographie ou que de l'histoire. Et ben moi c'est pareil, finalement je lis très peu de romans, euh, très peu de poésie, alors que c'est ce que j'aime faire, et je préfère lire des essais de philosophie ou de théologie, comme d'autres liraient plutôt de la géographie ou de l'histoire. Dans le rayon régionalisme, ça peut être intéressant, on peut trouver des petites pépites qui peuvent nous mettre sur la piste d'un roman. Moi, ça m'est arrivé dans les Pyrénées, tu vois, donc pas en Savoie ni Haute-Savoie. Dans les Pyrénées, je suis tombé sur des ouvrages qui parlaient de communautés de bergers siffleurs. Ça m'a fasciné. Et puis, ce sera le sujet de mon prochain roman. Donc, tu vois, traîner dans le rayon régionalisme, c'est toujours intéressant aussi. Donc, on passe de la théologie au régionalisme. Ça pourrait sembler un petit peu, un petit peu absurde ou contradictoire, mais ça ne l'est pas tant que ça, pour moi. Alors, j'arrive pas. Ah, s'il est là, super, génial. Tada. Bon, là c'est sûr, ce n'est pas un hasard. Hein. Je me suis arrêté, je l'ai cherché. John Calman Stephenson, Entre ciel et terre. Ça, c'est un auteur qui m'a impacté violemment. En 2018, Noël 2018, je me souviens très bien. Ça fait partie des saintes lectures qui ont changé ma vie, quoi. Si tu veux, en commençant Stephenson, ça se passe en Islande. On est dans la nuit islandaise. On est sur une barque avec des pêcheurs. Et tu sens le froid et tu vois les étoiles. Alors que c'est des mots, hein, on est d'accord. Hein. Mais ça, c'est un livre qui est plein d'étoiles, John Calman Stephenson. Alors aujourd'hui, bon, une fois qu'on connaît un auteur, après on change. Et aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer, on va dire, dans sa prose. Mais à l'époque, ça m'a marqué tellement que je pense que j'ai beaucoup agi par mimétisme lorsque j'ai écrit mon premier roman, Le bord du monde est vertical. J'ai essayé de faire du Stephenson, non pas en Islande, mais dans les Alpes. Hein. J'ai importé peut-être une partie de sa prose ici. Un auteur qui m'est cher. Hop, je le range précieusement. Il y en a d'autres ici, hein, à la mesure de l'univers. Tu as vu ces titres, c'est des petits poèmes. D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien. Lumière d'été, puis vient la nuit. J'adore ça, moi. Moi, je ferais que ça, peut-être. Le cœur de l'homme. Voilà. Ça, c'est Stephenson.
Lui-même, il le dit, hein, s'il pouvait écrire un livre de 3000 pages, il écrirait 3000 pages. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que il se baigne dans les mots. Ça ne veut pas dire grand-chose quand tu lis du Stephenson. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est de la poésie. Il t'envoie dans un roman paysage, en fait. Ça pourrait durer une éternité. Alors moi aussi, dans ce que j'écris, encore tout à l'heure, là, on me pose plein de questions comme si je savais ce que j'écris, comme si j'avais théorisé mon livre avant de l'écrire. Ben, ce n'est pas le cas. Moi, comme Stephenson, j'ai un paysage, j'ai lu un petit bouquin de régionalisme, comme je te disais tout à l'heure, et puis je me jette dans l'écriture comme on se jette dans un lac d'eau gelée. Et c'est après coup qu'on on fait des interventions pour théoriser autour de son livre. Mais comme Stephenson, je me baigne dans les mots. C'est pour ça que je fais ce métier. Ah, ça c'est cool ça. Henri Gougaud. Il n'y a pas celui que je veux. Henri Gougaud, moi c'est les 7 plumes de l'aigle. Il n'est pas là. C'est drôle, voilà. Henri Gougaud, ça me ramène à, tu vois, je t'aurais jamais présenté ce livre comme ça en rencontre littéraire, mais là je le vois. Henri Gougaud, Les 7 plumes de l'aigle, c'est un livre qui m'a touché, un roman initiatique. Franchement, c'est des livres, tu les lis, ça t'aide à vivre en fait. Ça t'aide à vivre quand tu as une vingtaine d'années, comme c'était le cas lorsque j'ai découvert Henri Gougaud, que tu es un peu perdu dans ta vie, que tu sais pas trop en fait quel chemin prendre, tu as envie d'arrêter tes études, de partir voyager, et ben tu peux faire ça avec Henri Gougaud. Les 7 plumes de l'aigle par exemple, c'est pas lui. Et voilà, Gougaud, c'est un voyage, sa lecture était un voyage, vraiment, vraiment. Et ça m'a, je pense que ça m'a orienté sur un chemin, j'ai du mal à voir lequel, mais il m'a aidé à aller au bout de, c'est cliché de dire ça, mais aller au bout de mon désir, au bout de mes rêves, ça c'est sûr. Ouais. Henri Gougaud, très important ce gars. Roger Frison-Roche, le classique de la littérature montagnarde, incontournable, il faut passer par lui, on n'est pas obligé d'y rester toute sa vie, mais c'est important de passer par lui. Quand même, super. Allez, une femme, enfin, Bérengère Cournu, de Pierre Edos, un classique. Maintenant, j'ai envie de dire de la littérature animiste et nordique. Bérengère Cournu, elle m'a, comme John Calman Stephenson, elle m'a énormément inspiré. J'ai adoré son roman, j'ai adoré aussi ses chants. Je me suis inspiré de sa forme graphique. Regarde, tu peux regarder. Tac, on est dans un roman, on est dans quelque chose, une typographie assez classique, et puis tout à coup ça décroche et ça devient un chant en italique. Là, c'est vraiment quelque chose que tu vas retrouver dans Le bord du monde est vertical, mon premier livre. Allez, ça c'est pas le hasard, je l'ai cherché quand même dedans. Elle froide, Jean-Marc Rochette, regarde comme c'est bleu, regarde comme c'est beau. Je vais essayer de trouver des, des belles planches. C'est sombre aussi, Rochette. Là, ils sont dans l'eau, ça ne va pas le faire. Allez, regarde, voilà. Ça, c'est Rochette. Hein, et ça, c'est le bleu du ciel où j'habite. J'habite au même endroit que Jean-Marc Rochette, dans la vallée du Vénéon. Et ma langue sort de cette vallée. Elle est inhérente, elle est endémique à cette vallée. Comme une espèce, tu sais, il y a des espèces qui vont grandir que dans un espace spécifique. Moi, je pense vraiment que ma langue, je pense, peut-être que je me trompe, mais ma langue sort de cette vallée. Comme les peintures de Rochette, dans Elle froide, dans Le loup et dans La dernière reine, proviennent de cette vie très particulière, qui est la vie montagnarde, dans une vallée aride, sauvage, raide, sans lumière, mais avec des ciels, notamment l'été, qui sont d'une beauté sans nom. Donc voilà, Rochette, ouais, il m'a marqué, Rochette. C'est certain que, comme Stephenson, comme Bérengère Cournu, ça fait partie des lectures dont je ne suis pas sorti indemne. Ça faisait aussi écho à ma vie, ce qu'il racontait. Et voilà, je pense qu'à ma manière, j'essaye aussi de marcher un petit peu en ses pas, bien que je ne dessine pas. Je le fais avec des mots, on l'aura compris, plutôt qu'avec des couleurs. Allez, on va se marrer un peu. Landfeust de Troyes, je ne sais plus comment on dit. Landfeust, tiens, ça me fait plaisir, tu vas pas prendre une BD, parce que là, on n'était que sur des trucs sérieux. On a commencé avec la théologie et la mystique chrétienne, et on finit sur Landfeust. Bon, là, il n'y a pas que la littérature dans la vie,
il y a la vie aussi, j'ai envie de dire, il y a la BD aussi, et moi j'adore me coucher les soirs et quitter le clavier, quitter les raisonnements trop intellectuels, et pour se baigner dans une histoire un peu folle et délirante que sont les histoires de Lanfeuse de Troie. Alors, Exode, Salgado. Ah ouais. Est-ce qu'on va la trouver celle-ci? C'est énorme. Ah oui, non. J'adore. C'est quand même incroyable ce qu'il fait. Tu vois, c'est la première fois que je vois en aussi grand format cette photo de Salgado. Et donc on est passé par la théologie, là, on est passé par Lanfeuse de Troie, on est passé par des romans. Et puis là, on termine, j'ai envie de dire, cette déambulation par la photographie. Là, on a une photo de Sebastião Salgado qui m'a fortement inspiré pour Le bord du monde est vertical. J'en parle jamais parce qu'il y a une multitude d'inspirations. Pour mon premier roman, je me suis inspiré de cette photo. Regarde, c'est incroyable. On a l'impression qu'on est face à une montagne qui ne connaît pas de sommet dans mon roman. Et j'ai même rédigé certains passages de mon livre en face de cette photo. On a l'impression que c'est un collage. Et je pense que ce n'est pas un collage. C'est qu'il ne... On n'a pas la fin de la montagne. Donc on a une première, tu vois ici, on a un premier plan stépique, et puis après on a un second, sans doute un ancien volcan, et puis une dernière montagne aux proportions gigantesques. Pour moi, s'il y avait une photo qui devait représenter la montagne sans sommet de mon dernier livre, c'est celle-ci.